Alors, ce matin, Anne-Françoise Gibert, qui est chargée d'études et de recherche au service veille et analyse de l'Institut français de l'éducation à l'École normale supérieure de Lyon, va vous présenter une conférence, un temps de réflexion et d'échange sur la dimension collective du travail et le développement professionnel. Et en posant en particulier une question: en quoi le travail collectif est formateur. Alors pour introduire un petit peu, et peut-être sans vous engager nécessairement, hein, mais pour introduire un petit peu cette conférence, je voudrais souligner d'une part qu'elle a une double actualité. La première actualité, c'est pour nous ce que je viens de souligner. Nous sommes nous-mêmes engagés dans un travail collectif. Et la deuxième actualité, c'est que cette thématique, ce centre d'intérêt sur la dimension collective du travail, est un domaine de recherche très actuel, très vif, depuis quelques années. Il y a une thèse qui avait été soutenue il y a une vingtaine d'années à Paris 5 par Sandrine Caroli, qui s'intitulait Du travail collectif au collectif de travail, où des questions étaient bien posées, et en particulier une question qui nous intéresse au premier chef: en quoi le travail collectif est-il une condition de construction d'un collectif de travail, où l'expérience, en particulier individuelle, peut trouver sa place. Autour de cette question, il y a bon nombre de recherches, en particulier des recherches en sociologie, celles qui portent sur les identités professionnelles en particulier, et elles montrent toutes quelque chose que vous allez évoquer, on en a parlé auparavant, et puis que vraisemblablement, nous avons tous en tête, c'est-à-dire les logiques de rationalisation du travail qui s'exercent dans un travail collectif, quel que soit le milieu qui est envisagé. Le travail, la thèse de Sandrine Caroli portait sur une étude très intéressante il y a 20 ans sur le système de 2 bureaux de poste, selon que les bureaux de poste mettaient en avant une dimension collective du travail ou au contraire ne développait pas cette dimension collaborative dans le travail, et elle avait fait une analyse tout à fait intéressante de ce point de vue-là. Pour nous aussi, ce type de questions-là se pose, pour nous en tant que composante universitaire, où la question de comment agréger les compétences individuelles autour d'un projet se pose. Et puis c'est aussi des questions qui se posent en formation, dans la situation d'enseignement en formation face aux étudiants et aux stagiaires. Donc pour toutes ces raisons-là, pour cette double actualité, nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir pour passer cette journée. Et donc je vais vous céder la parole à présent. Bien, merci pour cette belle introduction. Merci, ça commence. Et donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité, et aussi pour le soutien technique sans faille dont j'ai bénéficié ce matin. Alors, donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'appuie sur les travaux que l'on réalise au service veille et analyse. D'une part, sur 2 travaux en particulier, le dossier de veille que j'avais réalisé, donc c'était en avril 2018, et qui a donné naissance par la suite à un nouveau petit produit qu'on appelle EduBref, et que j'ai réalisé avec une collègue qui s'appelle Clémence Jacques, sur le travail collectif et le développement professionnel déjà. Mais aussi, lorsque l'on travaille au service veille, on est déjà dans un collectif, et les travaux que l'on fait s'appuient sur les travaux antérieurs. Donc, lorsque j'ai réalisé le dossier de veille, j'ai travaillé avec mes collègues, et je me suis aussi appuyée sur d'autres productions, en particulier sur tous les recherches qui ont été faites au sujet du leadership. Donc le leadership, c'est un terme qu'on n'utilise pas tellement en France parce qu'il a des connotations particulières.
mais c'est un terme que l'on retrouve beaucoup dans la littérature de recherche. Et on verra qu'il y aura des applications dans le travail collectif. Et pour préparer cette intervention, j'ai aussi pas mal regardé le dernier dossier de veille qui a été rédigé par Claire Joubert sur la formation des enseignants. J'aborderai aussi des travaux qui sont faits à l'IFE, pas au service veille, mais dans la chaire UNESCO, par exemple, ou les travaux sur Néopass, toutes des choses auxquelles vous pouvez vous rattacher, bien sûr. Vous aurez toutes les références possibles et imaginables pour pouvoir aller fouiller dans ce qu'on fait. Alors, oui, alors je remercie aussi tous ceux qui ont répondu au petit questionnaire que j'avais fait passer. Donc c'est à peu près la moitié des personnes qui ont répondu. Ce qui est intéressant, c'est, je dis, quelle est votre fonction? Toujours difficile de définir sa fonction. Est-ce qu'on est formateur? Est-ce qu'on est enseignant? Est-ce qu'on est responsable ou enseignant-chercheur? Donc il y a déjà des profils qui sont différents. Et puis, j'avais demandé dans les questionnaires quel est votre positionnement par rapport au travail collectif, avec des termes qui sont déjà un peu engageants, sur le fait qu'il y a des liens très faibles, parce que de toute façon, il y a toujours un peu de collectif, des liens très très faibles, ou du collectif ponctuel, du collectif régulier, ou encore des collaborations fortes. Alors, donc le premier schéma, c'est par rapport à quel travail collectif mettez-vous en œuvre en équipe de formateurs. Donc on constate qu'il y a du travail collectif, plutôt fort. Enfin, en moyenne, c'est des collaborations ponctuelles ou régulières. Donc à gauche, c'est les liens faibles, en bleu clair, et en rouge, c'est les collaborations fortes. La coopération, la véritable coopération. Après, c'est du déclaratif, c'est aussi la façon dont vous ressentez les choses. Mais on verra après comment est-ce qu'on peut qualifier ces différentes choses. La deuxième question, c'est avec les tuteurs. Donc dans mon esprit, c'est-à-dire vous en tant que formateur INSPE ou INSPE, inspirant, comment est-ce que vous collaborez avec les tuteurs qui sont dans les établissements? Donc c'est plutôt des collaborations ponctuelles. Ensuite, c'est quelle collaboration vous mettez en œuvre avec vos étudiants. Là aussi, pas mal de collaborations, voire des coopérations fortes. Donc c'est intéressant de voir aussi que les étudiants peuvent être aussi une ressource finalement, quelque part. Et enfin, pour ceux qui travaillent en établissement, quel lien vous avez avec vos collègues? Alors c'est drôle parce que finalement, il y a peut-être moins de liens, mais c'est peut-être parce que vous êtes déjà très investi par votre travail de formateur que vous n'avez pas le temps de faire des liens avec vos collègues. Enfin, après, on pourra trouver d'autres explications et vous avez peut-être les vôtres. Après, donc, j'avais posé des questions sur d'expliciter de façon plus générale sur quoi portaient vos collaborations. Donc, il y a vraiment un gros ensemble de réponses qui touchent aux préparations de la formation, préparation des maquettes, la réalisation ensemble de ce que vous allez faire, enfin de ce que vous allez proposer aux étudiants. Et après, il y a plus sur les outils, une mutualisation d'outils, réalisation parfois de plateformes ou des dispositifs qui sont peut-être quelque chose d'un peu différent de la maquette en elle-même. Et après, aussi vraiment des projets de classe ou des façons plus sur la didactique, on va dire. Et le dernier grand champ où vous intervenez en collectif, c'est le suivi des stagiaires, les évaluations. Alors on va voir travail collectif et développement professionnel. On va le voir, on va parcourir différents travaux au sujet du travail collectif et aussi une question pour vous qui peut être, bien sûr on va parler du travail collectif et du développement professionnel
pour les stagiaires, mais aussi vous qui faites du travail collectif dans votre pratique quotidienne, finalement, comme un miroir ou comme une mise en abîme, peut-être se demander en quoi votre travail collectif est source de développement professionnel pour vous-même. Et comment ça se traduit dans l'organisation de votre travail. Voilà, je ne vois pas très bien les diapos, mais... alors, oui, ça c'est pour le déroulement de la matinée. Donc il y aura 3 petits temps d'échange. Donc votre matériel, c'est merveilleux. L'INSPE, pardon, a prévu. Donc vous avez du papier, vous allez avoir besoin de crayons, vous allez avoir besoin d'échanger des petites choses entre vous. Et puis voilà. Et puis la dernière question aussi sur le questionnaire, elle portait sur la place de la recherche pour vous. Alors pourquoi cette question? Parce que en fait notre travail à l'IFE, c'est de faire le lien entre la recherche et la pratique. Et la question de la recherche, elle est parfois difficile à mettre en œuvre au sein de la pratique. Donc c'est aussi pour voir pour vous, est-ce que la recherche c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous vous référez? Donc il y a plusieurs entrées, soit vous entrez plutôt par les objets, des objets transversaux, parfois par des approches didactiques, aussi par des attitudes. La recherche peut m'aider à mieux appréhender ça, à mieux comprendre mes étudiants, pardon. Ou encore des pratiques professionnelles plus particulières. En fait, ma première question, la question que je voulais poser, c'est à quel champ de recherche vous rattachez-vous? Parce que quand on parle sciences de l'éducation, c'est très large. Il y a beaucoup de sociologie, il y a un petit peu de psychologie, il y a aussi de l'économie, et puis des sciences sociales, des sciences du travail, qu'on va voir en particulier, parfois de la philo. Et en fait, il y a très peu d'entre vous qui ont cité des champs de recherche. Donc, voilà. Et puis aussi, bien sûr, certains étaient dans le cœur du truc, et le cœur de la conférence, c'est-à-dire qu'ils ont fait référence au travail collectif. Donc, voilà. Alors, on va passer à cette présentation. Bon, j'essaye de la mettre un peu bien. Donc pendant la présentation, on va convoquer aussi une partie de quelques chercheurs. Donc on va partir de l'arrivée dans le métier. Il y aura un grand thème sur le collectif est-il une ressource finalement pour l'insertion dans le métier. Et là, il y aura un petit temps d'échange entre vous. Une partie sur les réflexions et les recherches au sujet du travail collectif dans l'éducation. Et puis une grande question sur quels sont les leviers, quels sont les facilitateurs pour mettre en œuvre ce travail collectif. Donc là aussi, vous aurez un temps de réflexion. Donc un temps de réflexion là, là et là. Après, j'ai mis quelques références au niveau mondial. Je ne sais pas si on aura le temps de les investiguer. Et de toute façon, ce prési, vous l'aurez en... Enfin, je donnerai le lien, donc vous pourrez y accéder sans problème. Alors, on va partir de l'arrivée dans le métier. Donc, c'est commencer à se former pour enseigner. Donc, Claire Joubert, septembre 2019. Le dossier de veille et analyse disponible sur notre site, bien sûr. Donc, les travaux de recherche montrent qu'il y a une dissonance entre les missions, ça c'est plutôt pour les néo-titulaires, hein, et les conditions d'exercice et le rêve et la prescription des ressources. Et que les étudiants ou les néo-titulaires, quand ils arrivent dans les établissements, bah, ils se trouvent face à des expériences, face à des incertitudes, face à des prescriptions contradictoires, des dilemmes, et aussi ils doivent explorer leur nouveau métier. Lorsque l'on questionne les besoins de formation de ces jeunes futurs enseignants,
Donc surtout des besoins par rapport à la pratique, plus que par rapport à la didactique ou aux conditions d'apprentissage. Donc vraiment des besoins concrets, des besoins aussi sur les planifications de l'activité, sur les ressources, mais c'est un petit peu moins prégnant. La pratique apparaît vraiment en premier quand il y a des questionnaires par rapport aux néo-enseignants ou aux enseignants en formation. Et puis aussi le fait de réaliser que le temps de préparation de leur séance ou de leur séquence, il va être beaucoup plus réduit lorsqu'ils seront dans le métier que lorsqu'ils seront en formation. Alors ces besoins de formation des jeunes enseignants, ils rejoignent les besoins généraux de développement professionnel de tous les enseignants. Lorsque l'on demande, là je ne me souviens plus de la source, mais excusez-moi, hein, je ne l'ai pas mise là, mais les besoins de développement professionnel des enseignants par ordre, on dirait, d'importance, portent d'une part sur les besoins éducatifs particuliers, puisqu'on est maintenant dans l'école de l'inclusion et qu'il y a de plus en plus d'injonctions par rapport à l'insertion de tous les élèves dans le système éducatif. En deuxième, c'est la gestion de la classe et des comportements des élèves. Et ça, bien sûr, pour les enseignants débutants, ça arrive en premier. D'ailleurs, à ce propos, on peut remarquer que les recherches sur les inégalités ne sont pas très mobilisées en formation initiale. Et puis après arrivent des besoins autour de l'enseignement individualisé, des compétences pédagogiques et des nouvelles technologies. Alors pour les nouvelles technologies, on peut aussi supposer que les enseignants arrivant nouvellement dans le métier ont moins de besoins que les enseignants qui sont déjà insérés dans les établissements. Après, les facteurs de développement professionnel pour les enseignants débutants, qui finalement sont un public assez mixte, puisqu'il y a à la fois des jeunes qui poursuivent leurs études et puis des personnes qui reviennent en formation et qui ont leur propre expérience professionnelle. Donc, c'est pour ça que les travaux sur le développement professionnel des enseignants novices insistent sur la reconnaissance de l'identité de la personne et finalement de son expérience. Et aussi de son système de valeurs. Et on aura l'occasion de revenir sur finalement l'importance de ce système de valeurs qui n'est pas toujours explicite, qui est parfois implicite. Il y a plusieurs systèmes de valeurs au sein de notre service. Un autre paramètre important, c'est les relations entre les différents acteurs. Donc là, on va arriver sur le travail collectif. Sur l'identification du rôle, alors ça c'est plus pour les enseignants au premier degré, est-ce que le conseiller pédagogique a plutôt un rôle d'aide et de conseil ou plutôt un rôle d'évaluation? Donc peut-être le fait d'identifier les différents acteurs du système éducatif, puis sur les fonctionnements des écoles. Et un autre facteur, c'est aussi prendre en compte justement les prédispositions de ces nouveaux enseignants. Pouf. Un autre facteur, mais qui est valable pour tous, je pense, c'est que finalement, si on veut se développer, si on veut progresser, quelque part, on doit avoir une certaine liberté pour être maître d'œuvre de son propre développement. En ce qui concerne les compétences, il y a une grosse part de prescrits, on va dire, qui viennent de la communauté européenne sur les compétences communes pour les enseignants. Donc, il en ressort que l'enseignement, c'est une profession hautement qualifiée, qui suppose la formation tout au long de la vie, qui doit être tournée vers la mobilité et surtout doit être fondée sur le partenariat et le travail collectif. Donc là, on y arrive. Et lorsque l'on observe le référentiel des compétences des métiers du professorat et de l'éducation de 2013, on remarque que sur les 13 compétences, il y en a 7 qui peuvent toucher de près ou de loin au travail partagé, au travail collectif, parce qu'il y a toute une partie sur la référence aux valeurs de la République, donc on retrouve cette histoire de valeurs, et les principes fondamentaux de l'éducation. Et puis ensuite, il y a coopération en équipe, coopération avec les parents, coopération avec les partenaires,
contribution à la communauté éducative. Ah ah, communauté, qu'est-ce que c'est? Et engagement dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Donc, 7 compétences sur les 13. Et lorsque l'on lit, oui, les nouveaux référentiels, donc, donc 2 auteurs soulignent que finalement ces compétences n'appartiennent pas forcément à la culture professionnelle des enseignants. Donc, ainsi, la formation, là c'est la fin, vise-t-elle le développement d'une culture organisationnelle au sein des établissements, de coopération entre les collègues et de partenariat avec les parents, et une réflexion éthique. Donc, à partir de là, on peut se poser aussi la question, quelles sont les compétences collectives à générer et à mettre en œuvre? L'auteur Sanoshka a réalisé une thèse justement en 2018 sur les compétences collectives et notait que déjà mettre en accolé compétences et collectives, c'est déjà compliqué. Donc 2 pistes de réflexion pour la formation, le travail sur la gestion de classe, qui est le cœur du métier, enfin le côté le plus... et le travail collectif. Alors on va voir en quoi le collectif, c'est une ressource pour l'insertion dans le métier. Je vous dis tout de suite, le petit rond rouge, ça va être une question pour vous. Donc l'enseignant débutant se trouve finalement dans une société qu'on qualifie société de l'information, mais qu'on peut aussi qualifier de société des incertitudes. Quand je suis arrivée à Orléans, là, il y a un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que la Loire est à sec, quasiment. Ben, on m'a expliqué qu'en fait, les centrales nucléaires marchaient encore, mais qu'il fallait un débit de 60 mètres cubes à la minute, et que là, on en était à 45, mais qu'elle marchait quand même. Mais là, ça pose vraiment des questions. Enfin, vraiment. En ce qui concerne la société de l'information et le système éducatif, ben, l'enseignant va se trouver face aux élèves, face aux classes et dans des établissements, et donc face à des contraintes internes au métier. Et ces contraintes internes, elles augmentent de plus en plus. Donc il y a le problème de l'hétérogénéité du public. Enfin bon, tout ça, je ne vous l'apprends pas, de toute façon, vous connaissez trop bien. Le rapport à l'autorité, la culture des élèves qui est aussi très différente. Et puis, il y a les contraintes, en quelque sorte, que l'on peut qualifier d'externes, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de plus en plus de préconisations, à la fois des préconisations descendantes, venant de l'institution, venant des organismes internationaux, donc ça descend, et puis des préconisations ascendantes qui viennent des parents, de la société. Chacun a son mot à dire sur l'éducation. Donc les enseignants se trouvent pris entre deux feux. Il y a aussi le fait que finalement, société de la connaissance, de plus en plus d'exigences finalement académiques. Le fait de se situer dans un système où on va faire appel à des compétences clés, ce qui est un autre système d'évaluation complètement différent. Et puis on est dans une situation où il y a de plus en plus d'objectifs et on a l'impression d'y avoir de moins en moins de moyens. Donc les enseignants vont se trouver à gérer des prescriptions contradictoires. Et en particulier, pour les enseignants débutants, c'est particulièrement sensible. Donc ils vont devoir s'adapter aux situations, se construire des manières de faire particulières entre toutes ces prescriptions. Et en plus des prescriptions descendantes et ascendantes, il y a des prescriptions horizontales des collègues qui ont des manières de faire différentes de ce que les enseignants auront appris en SP, par exemple, en SP, et qui auront des avis qui peuvent aller à l'encontre de ce qu'ils auront commencé à apprendre et puis à mettre en œuvre. Alors, dans beaucoup de systèmes éducatifs,
cet ensemble cette situation se traduit par des abandons de plus en plus prégnants et du burn-out. Alors en France, je n'ai pas trouvé de chiffres sur le décrochage enseignant, mais juste sur la démission des stagiaires qui est de 3%. Une étude sur le burn-out des néo-titulaires qui serait de 10%, donc c'est une étude de 2013. Et aussi, dans la même étude, le fait que de plus en plus d'enseignants réfléchissent à abandonner le métier, en particulier chez les moins de 30 ans. Mais finalement, ça va chez nous, parce que quand on regarde au Canada, le décrochage il est de 25% sur les 7 premières années, et en Belgique de 40% après 5 ans, ce qui paraît complètement énorme. Ouais. Après, à voir les conditions, comment est-ce qu'ils rentrent dans le métier, enfin, voilà. Mais bon, ça veut quand même dire quelque chose. Alors, de nombreuses études relèvent que le collectif dans les établissements aide à ne pas décrocher. Le Japon, on ne sait pas si c'est un bon exemple parce que la population est peut-être, enfin les élèves sont peut-être plus disciplinés, encore qu'il paraît que ça évolue un peu. Après, il y a donc des études qui disent que des activités collectives structurées vont permettre en particulier une sécurisation psychologique, un bon sentiment d'efficacité personnelle. Et aussi, certains chercheurs ont réfléchi ou aidé à la mise en place de procédures d'accueil à l'échelle académique en direction des chefs d'établissement pour pouvoir aider les néo-titulaires à s'insérer dans le métier. Donc, c'est donc toujours le fait de prendre sa place au sein d'un collectif qui est un aspect favorable de la formation initiale. Mais d'après Thalys, donc le rapport Thalys de l'OCDE de 2013, en France, les pratiques collaboratives sont plutôt inférieures à la moyenne de l'OCDE, donc on a quand même du travail. Et pourtant, l'effet école est plus important que l'effet enseignant, c'est-à-dire qu'une école où il y a des pratiques collaboratives aura plus d'effet qu'un seul enseignant isolé qui a des pratiques collaboratives avec ses collègues. D'où la réflexion que ce sont plutôt les équipes, plutôt que les individus, qui peuvent parvenir à changer l'école. Et voilà, c'est à vous maintenant. Alors maintenant, en fait, je vous invite à réfléchir sur quels sont les collectifs dans lesquels s'insèrent les enseignants, les nouveaux enseignants, les futurs enseignants, à leur arrivée en formation. Parce que finalement, ils viennent pas sans bagage. Enfin non, je vous en dis pas plus. Alors je vous propose 10 minutes, je vous propose de vous mettre par petits groupes, peut-être 4, c'est pas mal, 3, 4, 5. Et voilà, et de réaliser une petite liste. Bien, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de réflexions. Est-ce qu'il y a un ou deux groupes qui veulent nous faire partager leurs réflexions ? Donc la question c'était plus sur les jeunes, enfin les jeunes ou moins jeunes, les nouveaux arrivants dans le métier. C'est la question de ces collectifs. J'ai entendu que certains d'entre vous ont déjà réfléchi sur les formateurs, mais vous allez vite. Bon, on va y arriver. Alors est-ce que, je sais pas, un groupe, deux groupes veulent nous faire partager le fruit de leur réflexion ? Oui. On s'est posé la question de quel collectif parle-t-on ? Est-ce qu'on parle d'un collectif institutionnel, d'un collectif d'affinité, d'un collectif de travail ? Et ensuite, quand on parle de formation, alors là, vous avez précisé de quelle formation parle-t-on ? Est-ce qu'on était sur la formation initiale ou de la formation continue ? Et vous nous avez répondu, puisque c'était pour les jeunes enseignants, a priori sur la formation initiale. Mais d'abord, de quel collectif on parle ? Est-ce que c'est un collectif institutionnel, d'affinité ou de travail ?
Du questionnement, nous on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'un collectif, à partir de quel moment on parle du collectif, donc au niveau de la fréquence, au niveau de l'intensité, c'est-à-dire quels sont les objets de partage, sur la notion de formel, un continuum, voilà, formel, informel, et puis choisi, pas choisi aussi. Oui, ça peut aller le collectif des choses qu'on leur impose pratiquement dans les cours, on leur demande de se mettre en groupe. Mais ça peut aller jusqu'à le groupe Facebook, par exemple, qui me semble aussi de façon informelle. Et nous, on n'y participe pas, on est largement à l'écart de ça, mais c'est très important, je pense, pour eux. Et on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est important quoi, pour beaucoup. Ah oui, c'est bon. Oui, nous étions surtout sur l'identification des équipes collectives. Et le stagiaire en formation initiale, sa première équipe qu'il mobilise comme ressource, c'est l'équipe pédagogique de classe, les différents professeurs qui interviennent au sein de la classe. Ensuite, l'équipe disciplinaire, de son champ disciplinaire. Il existe au sein de son établissement une autre équipe qui est l'équipe de direction, mais vers laquelle il ne va pas, il ne se dirige pas spontanément. Parce qu'il y a cette crainte du jugement. Et il y a aussi cette crainte, c'est lui qui va évaluer mon travail. Donc on a posé ces problématiques. Il va donc faire des choix vers ses équipes. Et pour finir, le travail collectif avec les universitaires, la sphère universitaire, pour un savoir scientifique à approfondir qui permet de développer d'autres savoir-faire. D'accord, merci. Est-ce que certains veulent ajouter quelque chose? Je sais qu'il y avait d'autres choses. Mais alors c'est très intéressant parce que déjà certains d'entre vous ont commencé à raisonner, à faire des petites typologies, d'autres à raisonner sur les tensions qu'il peut y avoir entre l'informel, le formel, l'obligatoire, le en ligne. De façon très, très générale, en fait, effectivement, on peut réfléchir à un continuum du réseau amical, en fait, au réseau professionnel. Et bien sûr, il y a les réseaux amicaux, réseaux familiaux, les études précédentes, finalement, les expériences antérieures. Excusez-moi, hop. Après, effectivement, l'importance des réseaux sociaux, qui est quand même avérée pour les publics assez jeunes, on va dire, hein, les milléniaux, que ce soit Facebook, et il y a beaucoup de réseaux sur des thèmes et aussi sur des fonctions. La fonction de professeur principal, la fonction de... je ne sais plus exactement, mais... Bon. Ça, c'était pour vos apports. Il y a l'établissement d'accueil pour ceux qui sont déjà en stage, donc avec tout ce que ça comporte. L'établissement d'accueil, c'est quelque chose de très large. Et un stagiaire va peut-être pas appréhender la totalité de toutes les interactions qu'il peut avoir au sein de cet établissement parce qu'il est pris par le temps et que certaines choses, il ne va pas les voir, comme la vie scolaire, par exemple, où il n'aura pas le temps de voir les parents non plus, peut-être, ni les partenaires, ou d'agir sur le territoire, parce qu'il est là peu de temps. Donc les pairs, vous l'avez aussi bien abordé, les autres étudiants, mais aussi les autres enseignants dans des réseaux professionnels. Hop, pardon. Mais aussi des associations militantes auxquelles peuvent se raccrocher certains collègues. Et puis les sites disciplinaires, les sites académiques. Et puis tout le réseau de la formation que vous avez bien détaillé. Mais aussi, on peut aussi s'interroger sur le fait que le collectif dans la société, il a une place particulière. D'une part, certaines personnes, enfin certains chercheurs disent qu'il y a de moins en moins de collectifs ou de moins en moins de relations entre les gens.
Et d'autres, ceux qui travaillent sur, on va dire, un petit peu sur les ressources communes, les biens communs, vont insister sur le fait que il y a de plus en plus d'économies collaboratives, du fait aussi d'une certaine raréfaction des ressources parfois, ou raréfaction ou paupérisation, ou aussi parce que les gens ont envie de partager des choses. Donc il y a de nouveaux types de consommation qui se basent sur des valeurs d'usage. Il y a un peu un retour de la coopération quand on examine la législation sur les coopératives qui a été remise à jour depuis les années 2012. Il y a eu l'apparition des SCOP, des SIC. Donc l'esprit coopératif, on dirait, est en train de se remettre à jour, même dans le milieu du travail. Il y a des coopératives de travail, avec toute une partie sur la démocratie, sur des liens, finalement, plus une hiérarchie. On raisonne plus de façon hiérarchique, mais de façon en réseau ou horizontale, avec un grand point mis sur la participation, la démocratie, l'éducation, et des valeurs coopératives sur la responsabilité, la démocratie, la responsabilité sociale, etc. Donc là, je me suis basée sur le labo de l'économie sociale et solidaire. Il y a l'émergence des sciences citoyennes et participatives, qui font partie finalement de ce mouvement vers un certain travail collectif en quelque sorte. Ça a commencé du côté de la médecine avec les associations pour le sida, où les patients se sont mis en position d'être des interlocuteurs qui apportaient du savoir, leur propre connaissance face aux médecins qui avaient du pouvoir et du savoir. Mais donc on arrive à finalement chacun apporte à l'autre des choses qui permettent une intelligence collective et puis d'augmenter le savoir. Et des savoirs non académiques. Avec la place de la controverse et tout ce qu'il y a autour. Voilà, alors à l'école aussi, est-ce que peut y avoir de la coopération à l'intérieur de l'école? C'est une question par rapport à une culture individualiste dans laquelle on baigne quand même, et des valeurs individualistes. Et aussi une question où finalement on se forme pour apprendre à vivre dans un monde que l'on ne connaît pas encore. On se forme pour apprendre l'inconnu. Voilà, c'était un petit passage par finalement l'évolution de la société dans laquelle on est tous insérés. Alors on va continuer autour des réflexions et des recherches autour du collectif. Certains ont déjà commencé à faire la petite typologie et on parcourra tout ce qui est beaucoup de travaux autour du travail collectif des enseignants. Ah oui, alors là, je vais faire appel à une grande chercheuse qui s'appelle Françoise Lantôme, qui est sociologue. On va la faire parler un peu, ça vous changera d'interlocuteur. Alors, tout d'abord, premier point, tout travail est collectif. Très rapidement, alors c'est un des apports des sciences du travail, de la sociologie du travail, qui montre qu'il n'existe pas de travail, d'activité au travail, sans qu'il y ait des liens avec d'autres personnes. Même si l'enseignant a l'impression de travailler seul dans sa classe, bon, c'est une plaisanterie parce que dans sa classe, il y a aussi invisible le chef d'établissement, les collègues, les parents, voire le ministre, qui sont là aussi, qui agissent sur ce qui se passe dans la classe. Donc il n'y a pas de travail collectif sans interaction avec d'autres. Ces interactions peuvent être de proximité, peuvent être lointaines, peuvent être décalées dans le temps, dans l'espace, mais tout travail est social. En fait, c'est ça l'affirmation que la sociologie du travail a largement montrée désormais. Il n'y a pas de travail sans relation sociale et sans relation professionnelle. Donc, on peut dire avec Patricia Remousnar qu'il y a une dimension générique dans la dimension collective du travail. C'est-à-dire c'est lié au genre même, à la caractéristique même de tout métier, que d'avoir une dimension collective. Après, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est spécifique à tel ou tel métier dans le travail collectif.
L'autre point que l'on peut observer, c'est que les organisations du travail contemporaines réclament de plus en plus de travail collectif. Et ça, ce n'est pas du tout propre aux enseignants. D'une façon générale, les évolutions du travail nécessitent qu'il y ait des gens qui ont des compétences singulières ou des compétences partagées, que ces gens-là communiquent, qu'ils résolvent des problèmes du travail ensemble, qu'ils se projettent dans l'avenir ensemble, qu'ils fassent des diagnostics ensemble, et ceci dans une perspective, bien sûr, de travail efficace. Donc là aussi, c'est une logique actuellement à l'œuvre qu'on peut interroger également. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, toutes les recherches de psychologie sociale montrent que la coopération est plus efficace que la compétition. Leçon qui est fort peu entendue et mise en œuvre dans un certain nombre de principes à l'œuvre actuellement, dans les politiques publiques d'ailleurs, dont une partie repose sur l'idée que la compétition est mieux. Et même on peut dire que le fonctionnement du système éducatif pour les élèves repose en bonne partie sur cette idée aussi que la compétition, ça serait mieux que la coopération. Quand on est dans des organisations du travail qui font plus appel à la coopération, cela transforme aussi la relation à la hiérarchie. Et il y a une tension au sein des organisations particulièrement dans l'éducation nationale, mais pas seulement, entre cet appel à la coopération qui implique des relations horizontales plutôt, et le fonctionnement vertical qu'implique l'institution. Donc cette tension est normale, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? D'un côté horizontalité, de l'autre côté verticalité. Cela a des conséquences importantes pour ceux qui travaillent, puisque quand on va se situer dans l'horizontalité des relations et qu'on va être beaucoup plus dans la coopération entre pairs ou entre collègues de métiers différents, on ne va pas être dans la même relation au prescrit et on ne va pas être dans la même relation au réel non plus. Tandis que quand on est dans la relation verticale, de rendre des comptes à la hiérarchie, par exemple, ce qui est normal aussi, on a encore d'autres relations. Donc ça, c'était le premier point. Donc tout travail est collectif et dans les évolutions actuelles du travail, il est prescrit de plus en plus collectif. Ce qui ne veut pas dire que les conditions soient réunies pour qu'il soit réellement collectif. Il y a un décalage entre les intentions de la prescription et la réalité de ce qui se passe sur le terrain, non pas du fait des fameuses résistances au changement dont les enseignants seraient partisans ou qu'ils manifesteraient particulièrement, mais du fait d'autres questions qu'on va pouvoir se poser. Voilà, je trouve qu'elle, en 5 minutes, elle pose vraiment bien les choses par rapport à ces problématiques. Désolée pour la vidéo. Donc, on a une perception de l'enseignement parfois comme une activité libérale où certains observateurs insistent sur le fait que chaque enseignant est dans sa classe et dans sa propre discipline, enfermé comme dans des boîtes à eux. Bon, c'est une vieille observation, ça date de 1975, mais beaucoup de personnes en appellent à briser les murs des pratiques solitaires. Alors, lorsque l'on regarde un peu les champs de recherche qui s'intéressent au travail collectif, bon, il y a pas mal de choses. On convoque aussi souvent les sciences du travail et l'ergonomie, qui parfois ont travaillé sur bien d'autres champs que le travail des enseignants, mais qui s'appliquent bien aussi au travail enseignant. Alors, il y a plusieurs théories. Le fait qu'il y ait une interdépendance sociale, les individus qui sont gagnants lorsqu'ils font du travail coopératif, dont
C'est ce que disait François Lantôme par rapport à la sociologie du travail. Et puis aussi, il y a des théories sur le fait que certains seraient plus collectifs que d'autres, plus altruistes, que le développement des enfants se fait bien lorsqu'il est en collectif. Et aussi que finalement, il y a tout un ensemble de travaux sur la cognition distribuée, le fait qu'on ne pense pas seul, mais on pense en relation avec son environnement. Ça, c'est à partir des années 90. Donc, le fait de penser avec les autres, le socio-constructivisme, le fait de penser que chaque action, finalement, s'inscrit dans un environnement, dépend des circonstances dans lesquelles elle se déroule, et que on ne peut pas penser seul, on pense dans un environnement, on est situé. Et on fait un système avec cet environnement, finalement. Même, on peut inclure dans ce système non seulement nos activités, ce que l'on fait, mais aussi ce à quoi on aspire. Donc, dans ce cadre de réflexion, dans ce cadre théorique, les activités, l'apprentissage se fait au-delà du seul individu. On apprend avec les autres, on crée des connaissances, mais on les co-crée, en même temps qu'on construit son identité. Et alors, on voit apparaître un terme qu'on avait déjà vu, l'histoire de l'amélioration dans une communauté. On verra qu'est-ce que ça recouvre, cette notion de communauté. Et le fait que on arrive à des choses supérieures à la somme des contributions des membres. Donc, de plus en plus, il y a des collaborations entre les chercheurs et les enseignants, enfin de plus en plus. Mes collègues me disent non, pas forcément de plus en plus, mais il y en a, il en existe. Si je dis de plus en plus, c'est que, évidemment, lorsque moi je lis beaucoup de littérature de recherche, donc dans la littérature de recherche, les chercheurs parlent de ce qu'ils font. Et forcément, on va trouver beaucoup de choses sur les collaborations chercheurs-enseignants. Donc on trouve en particulier des programmes de développement, d'accompagnement, de développement professionnel. Et c'est intéressant parce que dans la perspective de la recherche-action, les enseignants ne se situent pas au-dessus les chercheurs ne se situent pas au-dessus des enseignants, mais plutôt avec les enseignants et les considèrent aussi comme des partenaires à part entière en fait. Et il y a aussi une horizontalité dans le cadre de ces recherches-actions, ces recherches collaboratives. Et ils peuvent en fait voir l'utilité chacun de travailler ensemble. Oui, là je fais une petite pub, c'est-à-dire que par rapport à la formation, à la recherche, à l'IFE, on a plusieurs sessions de formation. Il y a une session sur les recherches collaboratives qui est menée par l'équipe des LEA, donc les lieux d'éducation associés. Donc les lieux d'éducation associés mettent en rapport un groupe d'enseignants ou un établissement avec un chercheur de façon à travailler sur des objets particuliers. Il y a à peu près une 60aine de projets sur le sujet. Donc ils font une formation sur construire des travaux collaboratifs chercheurs et enseignants. Et puis nous, au service veille, on fait une recherche aussi autour de la lecture et de la mobilisation des recherches pour pouvoir exercer ce qu'on appelle des fonctions de passeurs, c'est-à-dire pour plus s'appuyer sur la recherche et être plus à même de décrypter cette culture scientifique. Alors là, je vous invite à continuer le travail que vous aviez commencé. C'était par rapport au collectif professionnel, mais c'est plus large, puisque cette fois-ci, vous pouvez inclure vos propres collectifs professionnels, essayer de voir une typologie. Bon, on a déjà un petit peu abordé la chose. Voilà. Donc pareil, si vous vous mettez en petits groupes, et puis après, vous pouvez peut-être échanger. Si votre papier est bien écrit, vous pouvez l'échanger avec un autre groupe. Comme ça permet de faire circuler un petit peu les trouvailles des uns et des autres. Et après, je vous inviterai à lire les papiers des autres, éventuellement. Allez, on va continuer. Hop.
Donc, en fait, on va faire autrement. Je vais dérouler un peu ma présentation et lorsque vous aurez des choses à compléter, vous me direz. Donc, en fait, il y a plusieurs études par rapport à la forme et aux intensités des collectifs et plusieurs façons de les catégoriser. Souvent, en fait, en sociologie, on réalise des sociogrammes, c'est-à-dire qu'on met en relation, enfin, on demande aux personnes avec combien de personnes êtes-vous en relation de façon régulière, etc. Puis ça fait des espèces de réseaux, voilà, avec plein de flèches partout. Et ce qui est intéressant, c'est de repérer quels sont les nœuds, donc les personnes finalement ressources, quels sont les vides et quelles sont les personnes isolées, donc pour avoir une idée de la dynamique. Et effectivement, un sociogramme, ça peut aussi se lire dans le temps, puisque finalement les choses évoluent. La psychologie sociale dit qu'il y a plutôt des collaborations en petits groupes, que c'est plus simple, et qu'en général, il y a une cohésion de groupe qui fait que le travail dans ces petits groupes fait que le tout est plus supérieur à la somme des parties. La question étant de savoir si, dans un établissement scolaire, on a des petits groupes qui sont disjoints, ou si on peut considérer l'établissement scolaire comme un grand groupe. Alors certains chercheurs américains qui travaillent sur les communautés d'apprentissage professionnel, les Professional Network Communities, voudraient aller jusqu'à l'établissement conçu comme une communauté. En pratique, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Déjà par rapport à l'origine des collectifs, en quelque sorte, ou le point zéro, on peut dire que à l'origine d'un collectif, il y a toujours des individus qui s'entendent bien. Enfin, toujours. En général, ça part de là. Ça part d'une petite équipe, un petit noyau, qui va ensuite diffuser. Et l'environnement socio-émotionnel, il est extrêmement important et à absolument ne pas négliger. Donc le fait qu'il y ait des relations de confiance, en dehors de l'école de la confiance, mais aussi de confiance. Et puis l'importance du soutien entre les uns et les autres. Certains chercheurs disent que le groupe de base peut être différent du groupe de travail. Et puis il faut des espaces de liberté, des espaces d'entre-soi. Après, certains chercheurs donc établissent une espèce de continuum depuis l'agrégation d'individus jusqu'à un véritable collectif, une véritable communauté d'apprentissage. Donc voilà, ils ont établi une espèce de grille sur laquelle on peut se positionner, avec à chaque fois qu'est-ce qu'on fait en collectif à ce moment-là. Est-ce qu'on fait du travail en petits groupes choisis ou est-ce que c'est pas choisi? Est-ce qu'il y a une séparation des tâches? Est-ce qu'on met ensemble des ressources communes ou pas? Voilà, est-ce qu'on se réunit d'une façon formalisée? Ou alors est-ce que carrément on fait une interdépendance et un ajustement des activités les uns en fonction des autres? Ou est-ce qu'on va même jusqu'à une coévaluation les uns par rapport aux autres, ce qui est quand même une forme assez avancée du travail collectif. Et puis il y a toujours cette notion de communauté d'apprentissage. Je souligne parce que c'est quand même rigolo, mais dans le système éducatif, on parle quand même de la communauté de... je trouve plus, mais la communauté éducative. Oui. De quand ça date, cette notion de la communauté éducative? Vous avez une idée? C'est dans les textes, hein. 1991, non, avant, 89, oui, 89, mais ce qui est drôle, c'est qu'elle a émergé, cette notion de communauté éducative, à partir des travaux, enfin de la mise en place de zones d'éducation prioritaire. Donc c'est à ce moment-là, plutôt en 84, 80. Ouais. Donc elle a émergé à la faveur finalement de conditions très particulières, et après elle s'est inscrite dans l'ensemble du système éducatif. Et dans le monde anglo-saxon, la notion de communauté
elle est très prégnante. Et je pense que ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous, on met derrière la notion de communauté. Parce que je pense qu'en France, on a une grande prévention à utiliser ce terme. Ça ramène à des connotations d'entre-soi, de religion, voilà, qu'il y a peut-être moins dans le monde anglo-saxon. Ou alors ils sont moins sensibles à ça, parce que nous, on est quand même très laïque dans notre conception de l'enseignement. Donc voilà, une multiplicité de termes. Collectif, ce serait encore le terme le plus générique. Collaboratif, c'est ensemble contribuer à une même tâche, en quelque sorte. Coopératif, il y aurait une disjonction de tâches, mais on agit pour le même objet. Et puis communauté, yes. Voilà, on est tous ensemble sur un thème et on met en place des choses. Après, il y a aussi des notions d'intensité. Alors, c'est un chercheur, donc Van Grieken, qui a fait carrément une revue de littérature sur un grand panel d'expériences de travail collectif. Et il distingue les relations de faible intensité, qu'il qualifie de faible intensité, des relations de forte intensité. Alors, les relations de faible intensité, elles engagent moins les sujets. Elles vont porter sur, finalement, le contenu, sur la planification des séances, sur le programme, le curriculum, des nouveaux outils, des nouveaux programmes, éventuellement des stratégies d'enseignement ou des évaluations conjointes. Mais on ne rentre pas dans le cœur de l'activité, c'est-à-dire dans la classe, finalement. Le cœur de métier qui est la pratique professionnelle. Et lorsque l'on commence à rentrer dans cette pratique professionnelle, ça va être des collaborations de forte intensité. Donc, des observations croisées, aller voir les collègues au cours de dans leur cours, un examen des modes de fonctionnement et une critique, des discussions autour de comment tu fais, pourquoi tu fais ça, et des discussions sur la didactique. Et les différents auteurs, donc, précise que finalement ces interactions-là, elles ne sont pas très fréquentes parce qu'elles sont potentiellement très déstabilisantes et elles peuvent être source de controverses. Alors là, on arrive vers tout le champ qui concerne l'analyse de l'activité. Donc cette analyse de l'activité, elle suppose certaines conditions particulières. Déjà, il faut considérer que l'activité, c'est pas identitaire, mais c'est juste une forme provisoire d'adaptation aux situations professionnelles. Il faut arriver à disjoindre l'activité de l'identité personnelle ou de l'identité professionnelle, de façon à ne pas mettre les personnes en danger. Donc, arriver à dépsychologiser, désingulariser, dédramatiser, pour montrer plutôt le côté générique du travail. Et il est bien insisté que montrer son activité, c'est c'est quelque chose de très sensible, c'est difficile à travailler, parce que souvent on pense que ça fait partie de notre identité, de notre culture, de nos valeurs et de son style, alors que finalement l'activité se réfère aussi à un genre professionnel, et ce genre-là, il est construit historiquement et il ne dépend pas uniquement de la personne. Donc, travailler l'analyse de l'activité, c'est interroger sa pratique, et puis interroger la pratique des autres, et reconnaître que les autres aussi ont des diversités d'approches qui peuvent être intéressantes, même si ils ont des styles d'apprentissage différents. Donc là, on va retrouver les liens recherche-pratique, le fait que les chercheurs qui travaillent autour de l'analyse de l'activité ont aussi un objectif d'impulser un changement. En collaboration avec des enseignants. Le fait de partir des difficultés, donc partir de ce qui fâche, de ce qui est pas facile, pour faire des propositions collectives. Ce qui, pour les enseignants débutants, c'est s'attacher en fait à aller sur le problème
et analyser les situations. Ce qui est compliqué aussi parce que l'enseignement, ça met beaucoup en œuvre des émotions. Ça fait beaucoup travailler les émotions. Donc, et puis comment rationaliser la situation. Voilà. Et le fait de mettre en place des analyses de pratique au sein d'un établissement, bien sûr, les enseignants ne peuvent pas le mettre en place tout seuls, mais ils peuvent le mettre en place avec des formateurs ou avec des chercheurs. Ça peut entraîner une montée en compétences du collectif professionnel. Et certains des enseignants peuvent même en arriver à faire eux-mêmes un peu d'analyse de pratique ou dans le cadre d'un soutien des choses. Surtout que d'autant plus qu'il est de plus en plus facile de prendre des petites vidéos, de prendre des traces de l'activité qui permettent d'objectiver en fait une partie de ce que l'on voit. Donc toujours se centrer sur les situations de travail. Alors je ne sais pas si vous connaissez donc, une petite plateforme qui a été développée par l'IFE, un Néopass Action, qui s'est vraiment basée sur des activités réelles et sur des problématiques, par exemple comment faire rentrer les élèves en classe ou comment gérer. Voilà. Bon. Voilà, je passe. Donc elle est en train de se décliner, Néopass Action. Maintenant il y a un travail autour de l'activité des cadres et des formateurs. Et il y a une formation qui est réalisée par nos collègues du Centre Alain Savary sur le développement professionnel, où il y a un travail de tous ces outils et aussi en particulier des cadres d'analyse de l'activité, c'est-à-dire par exemple travailler des références comme les 5 focales pour analyser une pratique d'enseignement de Gouagou ou le double simplex de Lucria, etc. Voilà. Donc ça, c'est travailler à l'IFE, ramener le réel en formation avec des traces d'activité. On était dans la typologie, donc est-ce que finalement les collectifs se situent dans l'institution? Est-ce qu'ils se situent aux marges de l'institution? Alors on a plusieurs choses. On a au sein de l'établissement. Donc on revient un peu sur cette analyse de l'activité et puis aussi sur les activités, on va dire, externes. Hein, alors que ce soit sur les projets, les échanges de pratiques. Il y a une espèce de continuum là encore. Et puis ça peut s'étendre un peu au partenariat avec des associations. Et le fait que, enfin, une partie importante est le feedback. En dehors de l'établissement, il y a tout ce qui concerne les réseaux, les groupes de bassin, les circonscriptions du primaire, qui font que finalement il y a beaucoup de lieux où travailler, où les enseignants sont amenés à travailler en collectif. Le fait aussi de travailler de plus en plus avec d'autres métiers, et ça c'est pas toujours très simple parce qu'on n'a pas les mêmes cadres de référence. Ça permet de travailler un peu au-delà des hiérarchies. On en revient à l'horizontalité parce qu'on est en interdépendance et que l'on doit franchir le travail les frontières de l'organisation. Donc Thomaset et Marini, ils ont beaucoup travaillé autour des interactions entre monde social et monde enseignant. L'importance des réseaux d'écoles, donc là aussi, l'amélioration des systèmes éducatifs, c'est plus un peu à l'extérieur des établissements qu'à l'intérieur. Ça, c'est une déclaration avec laquelle on peut être plus ou moins d'accord. Mais c'est vrai que la pratique montre que lorsqu'on arrive à nourrir en fait, son expérience professionnelle de contact avec l'extérieur, on en revient quand même plus riche et on peut développer une plus grande palette de ressources et d'expertise et plus de réflexion. Après, ce qui est compliqué, c'est de revenir et de le réinsérer dans la pratique et de le décliner dans la pratique ordinaire. Alors, il y a un exemple au Québec. Au Québec, il y a il y a de grandes distances entre les écoles et donc ils ont mis en place des
une communauté d'apprentissage professionnel pour les petites écoles rurales qui fait appel à la fois à un système de soutien en asynchrone ou un peu à distance pour pouvoir être en relation avec d'autres écoles déjà du Québec et aussi du monde entier, ce qui leur permet quand même d'assurer de ne pas être trop isolés, parce qu'autrement ces écoles pourraient vraiment être trop seules. Donc ça permet de répondre aux questionnements des enseignants. Et donc on en revient au travail collectif intermétier. Et donc ça, c'est aussi un stage qui est à l'IFE de Lyon le 9 et 10 septembre. Donc, je fais toujours de la pub, hein, mais c'est tout sur le site de l'IFE. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux d'enseignants, hein, qui sont quand même très, très prégnants, qui sont à la fois des lieux de ressources, qui peuvent être disciplinaires ou professionnels, et qui permettent souvent une auto-formation continue et une certaine communauté disciplinaire en ligne. Parfois aussi, ils ont d'autres objectifs. Ça peut être la défense d'une profession, comme par exemple les enseignants documentalistes, je connais assez bien. Et puis aussi des réflexions pédagogiques ou des aides. Et la promotion des technologies numériques. Et puis les réseaux thématiques. Il y a une recherche intéressante aussi sur le fait que les enseignants, donc ça c'est aux États-Unis, sont à la fois dans leur établissement et à la fois en dehors. Et le titre de l'article est très joli, c'est « I never feel alone in my classroom ». Je ne me sens jamais seule dans ma classe. Pourquoi? Parce que je suis à la fois reliée à mes collègues et puis je suis reliée à d'autres enseignants. C'est les éducateurs branchés. Hein. Donc, là, c'est juste... Alors, je regarde l'heure. Hein. OK. Juste un petit lien pour vous informer qu'il y a une enquête qui est en cours, parce qu'on travaille beaucoup, en fait, au sein du service veille et puis au sein de l'IFE, sur le travail collectif. C'est vraiment quelque chose qui traverse notre pratique. Donc, une de mes collègues, Marie Gossel, fait une enquête en lien avec l'Angleterre pour faire des analyses de réseau au sein des établissements scolaires en France. Et le collègue Chris Brand fait en Angleterre. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au questionnaire qu'elle a envoyé, il y a eu 80 questionnaires, en fait, finalement, il y a eu peu de réponses. Et ce qui a été compliqué, c'est qu'elle a dû passer par les hiérarchies, redescendre déjà les chefs d'établissement, qui puissent faire envoyer à tous les enseignants de l'établissement. Et ça, déjà, c'était un problème. Il y avait une barrière pour pouvoir rien qu'interroger les enseignants en ayant leurs coordonnées. Et finalement, ce qu'il en ressort, une des choses qu'il en ressort, c'est qu'il y a peu de réponses à cette enquête sur les réseaux d'apprentissage et pour établir des sociogrammes, alors que ce n'est pas le cas en Angleterre, parce qu'en Angleterre, ils sont beaucoup plus organisés pour travailler en équipe, et ils ont des écoles d'application, et c'est déjà un peu dans leur culture. L'objectif était aussi de voir comment les enseignants pouvaient intégrer la recherche dans leur pratique. Mais déjà, pour intégrer la recherche dans leur pratique, il faut aussi qu'ils travaillent ensemble. Donc là, on repart sur l'analyse des réseaux sociaux, le fait de formaliser donc, les interactions, hein, les sociogrammes dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait que cette... oui, d'essayer... Donc là, ça, c'est le questionnaire en Angleterre. En Angleterre, le questionnaire porte sur le soutien des enseignants, les uns par rapport aux autres, dans l'établissement, mais aussi sur la diffusion de la recherche, c'est-à-dire comment est-ce que la recherche se diffuse, et l'identification des leaders, donc des leaders intermédiaires.
Et en France, les questions sont un peu différentes, sont plutôt sur quel est le degré de relation. Est-ce que c'est amitié, soutien, préoccupation, pédagogie? Est-ce qu'il y a des collaborations types et à quelle fréquence? Donc on n'est pas encore à l'intégration de la recherche parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'interactions identifiées ou identifiables. Voilà pour ce qui en est des réflexions et des recherches. Alors là, je vais essayer de passer à la deuxième vidéo. Et je vais essayer de faire un petit peu mieux que tout à l'heure. Parce qu'on va passer à la dernière partie. On a du temps. La dernière partie, elle va concerner finalement quels sont les leviers, quels sont les facilitateurs pour travailler ensemble. Et là, j'espère que ça vous donnera des idées. Alors, donc j'ai mon petit MP4. Ce serait bien de... Ah bah, vous la voyez. Donc on va faire appel... Oui, c'est un peu flou, mais c'est parce que c'est pas encore lancé. Donc on va convoquer une intervenante qui s'appelle Flore Barcellini, qui est ergonome en fait, donc qui a travaillé sur les sciences du travail. Les ergonomes, ils ont deux grands thèmes d'action, en fait, de recherche. D'une part, ils travaillent sur comprendre le travail, comment ça fonctionne, et dans leur champ de recherche, ils ont aussi comment améliorer le travail, c'est-à-dire voilà, aller jusqu'à une partie pratique importante. Déjà, je vais distinguer ce que nous, on appelle, alors quand je dis nous, c'est en ergonomie, ce qu'on appelle travail collectif et collectif de travail. Alors, je vais le distinguer à un premier, je vais le définir à un premier niveau, je ne vais pas rentrer. Donc, quand des personnes se réunissent autour d'un objectif commun, en fait, on va plutôt appeler ça du travail collectif. Quand ces personnes se réunissent, certes, il y a un objectif prescrit qui vient de l'éducation nationale, j'imagine, donc qui descend, hein, qui vous est prescrit. Mais chacun des personnes, des métiers, en fait, autour de la table, va avoir une certaine représentation de cet objectif. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui mettre en place le réseau, faire apprendre je ne sais pas quoi, enfin bon, je n'ai pas noté tous les objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Donc déjà, chacun arrive avec une perspective différente, souvent. Donc quand on parle d'objectifs communs, la première question, c'est de demander qu'est-ce qui est réellement commun, quoi. Et donc, il y a un premier travail dans ce groupe qui est d'aligner ou de tenter d'aligner ou de se construire un réel ou des objectifs communs réels. Donc ça, c'est ce qu'en ergonomie, là, si vous voulez du concept, on appelle la synchronisation cognitive. Et cette synchronisation, on va garder en tête synchronisation parce que je pense que l'idée, c'est de se synchroniser, quoi. C'est d'arriver à élaborer un ou des objectifs réellement communs. Cette synchronisation, ça prend du temps. Donc, il est utopique de penser qu'on peut réunir ces personnes avec leurs différentes perspectives, leurs règles de métier, leurs objectifs de métier. Il est utopique de penser que si on les réunit autour d'une table, tout d'un coup, par la magie du fait qu'ils ont une prescription commune, ils vont réellement avoir un objectif commun. Donc, il y a un travail, et c'est un vrai travail, c'est une vraie activité de coélaboration de ce que peuvent être ces objectifs communs. Cette synchronisation, ce référentiel commun, il se construit dans les interactions. Et il se construit dans notamment des interactions qui visent la clarification ou l'explication. C'est-à-dire, on va expliquer son point de vue, on dit, et souvent, ça naît de désaccords. Alors, mais il faut vraiment penser cette idée de désaccord pas comme on est en conflit, mais plutôt on n'a pas la même représentation sur le problème ou sur l'interprétation, et on cherche dans les explications à régler ce désaccord. Donc il ne faut pas voir le désaccord comme un conflit interpersonnel, mais plutôt comme une source de développement de ce référentiel commun. Sauf qu'évidemment, là, il faut se mettre dans une posture un peu constructive en disant, attends, en fait, là, on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas la même représentation sur le problème. On va essayer de clarifier notre point de vue et de construire un consensus ou des consensus possibles. Alors, je vais peut-être donner un exemple tiré des milieux que je connais bien, donc des milieux plutôt ingénieurs. Donc, le boulot des ingénieurs, c'est de concevoir des systèmes. Alors, je vais prendre un cas simple, concevoir un logiciel ou un bout de logiciel.
Donc, ces informaticiens discutent entre eux et il y a une personne qui propose quelque chose. Voilà, ben moi, je pense que notre bout de logiciel, il faut qu'il s'appelle comme ci ou comme ça. Et l'autre dit, soit l'autre dit, bah non, je ne suis pas d'accord. Ok, bon, là, on n'avance pas trop. Soit l'autre dit, bah écoute, non, je ne suis pas d'accord parce que je pense que nanani nanana, ou dans le contexte où je travaille, j'ai observé que nanani nanana, et donc je ne suis pas certaine que ça fonctionne. Est-ce que c'est plus clair? Donc on explique en fait ce qu'il y a derrière un désaccord ou un accord. Cette élaboration d'objectifs réellement communs, on va dire, ou alors donc cette synchronisation, cette construction d'un référentiel commun, ça c'est aussi d'autres notions qu'on emploie, elle se construit dans le faire, c'est-à-dire dans le réel. Il ne s'agit pas de se dire oui, il n'y a qu'à Faucon que notre objectif ce soit ça. Il se construit vraiment dans des interactions autour de choses qu'on essaye réellement de faire ensemble. Alors je ne sais pas si c'est clair, mais l'idée, c'est de commencer, je ne sais pas, vous avez à traiter tel ou tel problème. La liaison entre l'école et le collège. La liaison entre l'école et le collège, ça, c'est abstrait. Donc, c'est un niveau assez haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans l'école Tartampion, qui est située en zone, dans le 13e arrondissement de Paris ou le 4e arrondissement de Marseille? Qu'est-ce que ça veut dire créer la liaison chose bidule dans cette école-là, compte tenu de ce contexte, de son contexte, etc., etc. Et donc là, on commence à faire et on essaye de clarifier, d'expliciter les points de vue et les perspectives de chacun pour essayer de construire cet objectif commun. Et au moment où vous êtes tous ensemble, où le groupe de personnes qui a à gérer le réseau est tous ensemble, ce qui est clair, c'est qu'au moment où vous cherchez à vraiment vous donner des objectifs, il faut que vos discussions elles soient ancrées dans du réel. Donc soit ça veut dire qu'en amont, il y a des personnes qui sont allées dans les établissements pour recueillir des situations réelles, des cas, soit ça veut dire que vous êtes accompagné par une personne dont c'est le métier, qui est allée analyser le travail et qui vous propose des modèles, des modèles de ce que c'est que le travail dans cette école ou dans ce réseau d'écoles, etc. Ça, c'est les modèles donc, du centre Alain Savary par rapport à comment agir sur le réel et le pilotage. Alors là, je vois que bon, c'est 11h22. On a un petit peu de temps par rapport à ce que je pensais. Je ne sais pas si vous voulez faire une pause ou si on continue tranquillement. Voilà, on continue tranquillement. Donc, on va aborder ensemble les leviers et les facilitateurs pour mettre en œuvre du travail collectif. Grâce à la vidéo de Flore Barcellini, vous avez eu quelques petits éléments. Et cette fois-ci, je vais vous interroger sur... on va réfléchir ensemble sur justement, finalement, quelles sont les conditions du travail collectif, quels sont les leviers qu'on peut mettre en œuvre. Et pour cette fois-ci, bien réfléchir par rapport à des exemples particuliers. Et là, on va pouvoir se donner un petit peu plus de temps que tout à l'heure par rapport à la typologie qui était peut-être un peu abstraite. Mais là, c'est intéressant de vraiment réfléchir à pourquoi on peut faire un travail collectif, pourquoi faire et comment. Ce qui est peut-être plus simple par rapport à cette question, c'est essayer de se dire, tiens, j'ai cette thématique de travail collectif, ou j'ai cet exemple, ou cette expérience-là, ou avec des collègues, ou des enseignants en établissement, ou des stagiaires. Je suis désolée de vous interrompre, parce que j'ai entendu plein de choses passionnantes, et je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en commun tout ça.
Si certains d'entre vous veulent intervenir déjà, ou si on repart sur carrément les leviers, les facilitateurs. Donc je vous avais demandé si vous pouviez partir d'un exemple pour réfléchir aux conditions importantes. Qu'est-ce qui veut présenter un de ces exemples ? Bon alors j'ai entendu que certains travaillaient sur la maquette INSPE. Alors est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette maquette, la maquette inspirante de l'INSPE, sur la façon de travailler autour de la maquette Allez. Ah oui, le micro. Super, merci. Alors oui, on s'est aussi interrogé effectivement sur ce travail qu'on a collectif à mener pour la refonte des maquettes. Donc dans les conditions, on s'est dit qu'on avait besoin d'avoir un minimum commun. Tu appelles ça, Arnaud ? Une zone fonctionnelle partagée. Voilà. Parce que ce qui est notre cas en fait, effectivement ici, si on arrive à discuter, c'est qu'on a quand même un minimum commun en termes de valeurs, d'objectifs, de connaissances sur le métier, sur les étudiants, etc. On s'est dit qu'on avait aussi besoin de temps, à la fois dans la durée, mais dans la fréquence aussi, enfin que le facteur temps était important, qu'on avait besoin d'un espace commun géographique. Aussi, et ce qui est un problème pour nous qui travaillons sur des centres à distance, et qu'on avait, notre quatrième facteur dans les quatrième condition, besoin d'un espace de création, de liberté aussi. Ce qui est, là on n'a pas forcément tous la même interprétation, certains trouvent qu'on n'aura pas d'espace de liberté dans la maquette qu'on doit créer, d'autres disent que s'il y en a, on peut même aussi penser qu'on en a trop puisqu'on manque de cadrage à l'heure actuelle, et donc voilà. Cet espace est aussi un peu gênant. Alors, dans les leviers, on a pensé à la motivation, mais la motivation, elle vient en fait, elle est liée à des besoins, qui sont les besoins venant de l'injonction déjà, qui nous est faite. On s'est dit que le cadre était un levier, c'est-à-dire le fait d'avoir un cadrage, ce que je disais, un cadrage ou pas de cadrage. On s'est dit aussi que d'avoir, ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir des objectifs bien définis, et à l'heure actuelle, ils ne le sont pas, en particulier en termes de contenu de concours, d'avoir des objectifs bien définis seraient des leviers. Et enfin, on s'est posé la question, puis on n'a pas tranché du tout, sur la hiérarchie, puisqu'on est dans une institution qui n'en a pas vraiment. Donc, quel est le rôle du leadership, de la hiérarchie ? Comment on imposer quand il n'y en a pas? Est-ce que c'est un levier? Voilà, là-dessus, on est resté à l'état de question. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir par rapport à ce travail sur la maquette INSPE? On a dit à peu près la même chose, mais pour compléter, on a parlé aussi du besoin de se connaître pour pouvoir travailler ensemble, que donc c'est bien d'avoir des temps en présentiel quand on a quelque chose à construire, et de l'importance aussi des temps informels, avoir un temps un peu convivial le midi ou des choses comme ça, parce que pour travailler ensemble, en fait, on a besoin de se connaître et de se faire un peu confiance. Et parfois, comme on est éclaté, on a besoin de travailler avec des gens qu'on ne voit pas, et c'est plus compliqué. Certains ont travaillé autour des réunions de formateurs. Ils se reconnaissent pas? Non, d'autres interventions par rapport... qu'est-ce qu'il y avait autour de la résidence d'un écrivain, j'ai entendu? Non.
c'était un projet. Ça peut être, on peut réfléchir aussi à partir d'un projet, ou encore autour de la formation à la méthode scientifique. Où est le micro? Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir ou... Certains ont réfléchi aussi sur la façon de conduire les réunions. Ou est-ce que quelqu'un veut me parler là-dessus? Pas. Nous, on n'était pas là-dessus, mais je crois que quand vous avez parlé des questions scientifiques, on était un petit peu là-dessus. Mais je pense que ça peut élargir, c'est-à-dire que on pense que si on veut arriver à un travail collectif, il faut déjà partir d'une question et que cette question soit bien définie. C'est-à-dire que ça paraît difficile de traiter quelque chose si ce n'est pas clair au départ. Et par rapport aux maquettes, à mon avis, ça peut faire partie de la première chose à bien définir. Et après, on reprenait en fait les différentes phases d'une démarche scientifique et on pense que ça peut être élargi à ce qu'on veut. C'est-à-dire déjà partir sur un petit bilan personnel, que déjà les gens soient un petit peu au clair individuellement sur comment ils comprennent la question et ce à quoi on veut aboutir. Et puis ensuite, finalement, confronter ces différentes représentations. Alors il y a la question du conflit socio-cognitif, tout ça qui peut être derrière, hein, pour, comme le disait la personne tout à l'heure, dégager des objectifs communs et arriver à tracer un petit peu une organisation possible du travail collectif. Et ensuite passer finalement à une répartition des tâches pour que le travail vraiment s'engage et puisse se faire, avec à la fin finalement tout un travail qui n'est pas plus simple, c'est-à-dire de relier ces différents travaux pour en faire quelque chose de réellement commun, de voir ce qu'on veut garder ou pas. Et puis un point qui nous semblait important aussi, c'est tout le problème du produit fini, c'est-à-dire de comment communiquer tout ce travail à la fin, pour qu'il soit aussi lisible par des gens qui n'y auraient pas participé et que tout le monde puisse le comprendre, quoi. Merci pour cette véritable méthodologie inspirée de la méthode scientifique. Alors, je vais vous présenter en fait une espèce de synthèse de nombreux travaux qui ont été faits autour des communautés professionnelles d'apprentissage, qui sont très investigués en Amérique du Nord, mais aussi maintenant de plus en plus en Asie et en Australie. Et à partir de ces travaux, donc c'est depuis, je dirais, c'est une notion qui a émergé dans les années 90, des histoires de communautés de pratique et communautés professionnelles d'apprentissage. Les communautés de pratique, c'est plus de l'ethnologie. Simplement, ça s'était basé sur des travaux autour de métiers qui se transmettent de façon plutôt orale, des métiers comme les tailleurs ou dans des petites communautés. Et les communautés d'apprentissage professionnel, ça vient plutôt du management. Donc c'est une approche différente pour travailler plus efficacement. Et ces deux approches se rejoignent fortement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont émergé en même temps. Et donc ça fait maintenant à peu près 25 ans qu'il y a pas mal de travaux. Et ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que les communautés professionnelles d'apprentissage, en fait, elles sont tellement bien implantées dans les écoles anglo-saxonnes que, oh là là, excusez-moi, elles sont tellement bien implantées dans les écoles anglo-saxonnes qu'il y a même un réseau des communautés professionnelles d'apprentissage qui existe. Alors ça y est, on est arrivé vers les leviers issus de ces différentes études. Et à la fin, je vous présenterai une grille de positionnement qui a été réalisée par Clémence Jacques et Luc Ria, et qui est en fait un outil
pour aider les différents collectifs à se positionner et à avoir leur degré de maturation par rapport à des thématiques qui rejoignent ces thématiques, les thématiques que je vais vous présenter, même si elles sont un tout petit peu différentes. Donc le premier levier, c'est, vous l'avez dit, hein, avoir un objet commun, partir d'une thématique commune et bien définir son objet de travail. Après, la deuxième condition, c'est vraiment autour des langages communs, avoir des mêmes cadres de référence. Et on va voir que ces langages, ils se rattachent aussi finalement à ce qui est explicite, bien sûr, mais tout l'implicite qu'on traîne derrière nous, c'est-à-dire toutes les normes que l'on a soi-même et les valeurs, enfin les normes, on a ses propres normes, on a ses propres valeurs. Et comment en fait arriver à discuter avec tout ce qu'on a derrière ça. Après, il y a une grande partie qui est dédiée au pilotage. Alors, dans le pilotage, on va retrouver le côté un peu organisationnel et puis le côté aussi gouvernance. Et enfin, on arrive à la partie production, comme vous le disiez, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à un produit terminé ou comment est-ce qu'on diffuse, comment est-ce qu'on va communiquer. Dans la grille de positionnement que je vous présenterai cet après-midi, enfin que je vous laisserai pour vos travaux peut-être cet après-midi, ça peut vous servir. La collègue a gardé les objectifs, le pilotage, mais à la place de espace discursif, elle a mis un accent sur l'organisation. En fait, quand on réfléchit, le pilotage est en lien avec l'organisation et la façon de se parler également. Alors, les objets de travail, ils sont variés. Hein. C'est vraiment des objets, les objectifs sur le travail. Ça, c'est la fatigue. Dans le petit rond jaune, pour me rappeler, j'ai mis le lien avec le travail en interdisciplinarité. Donc, ça a été abordé avec l'éducation au développement durable. Mais l'interdisciplinarité, c'est vraiment une thématique qui nécessite un travail collectif. D'ailleurs, j'ai apporté avec moi, teasing, le dernier et du bref qui va paraître la semaine prochaine, en fait, sur les projets à l'école et comment est-ce qu'il va favoriser l'apprentissage. Donc il y a eu tout un projet européen qui s'appelle Crosscut, qui a été fait sur l'apprentissage en interdisciplinarité, qui a mené à la mise en place d'une plateforme qui sera bientôt opérationnelle. Et à l'intérieur de cette plateforme, sur comment travailler en interdisciplinarité ou comment se former pour que les enseignants travaillent en interdisciplinarité, il y a un module qui est consacré au travail collectif. Et donc la collègue Catherine Reverdy s'est aussi appuyée sur les travaux que l'on a développés au sein du dossier sur le travail collectif. Donc voilà, j'ai mis quelques thématiques. Après, vous avez aussi vos propres thématiques. Si certains veulent ajouter d'autres thèmes qui vous paraissent importants, ça va pour l'instant. Donc ça peut être vraiment, oui, centré sur le cœur de la pratique ou un peu sur le contenant, on va dire. Après, donc je parlais des langages, de la façon de se parler. C'est ce qui permet en fait d'organiser un espace réflexif. Tout à l'heure, vous parliez de zones proximales. C'était pas de développement, mais fonctionnel, voilà. C'est comment effectivement pouvoir se parler. Donc, avoir ce langage commun, avoir ces normes culturelles partagées.
Et puis aussi, toujours penser que lorsque, dans un espace discursif ou lorsqu'on échange, il y a plusieurs registres qui rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'il y a le registre informel, le fait de prendre contact. Il y a le fait de plus formaliser, de passer souvent par une phase d'écriture. Et puis il y a le registre des références qui est toujours en back-office et pour lequel en fait c'est intéressant d'essayer de dire voilà, je me réfère à ça finalement. Là, j'ai mis un terme de synchronisation cognitive. Je me rappelle plus ce que disait Flore Barcellini. Elle n'avait pas parlé de ça. Elle avait dit, je ne sais plus. Elle avait ah oui, synchronisation cognitive. Oui, c'est ça. Donc je l'ai retrouvé en fait dans dans d'autres travaux de psychologie. J'étais pas sûre que c'était le même terme. Parfois les termes changent, les concepts sont un peu les mêmes. Donc le travail autour des valeurs et des normes. En fait, il est très important parce que dans les métiers de l'éducation, il y a beaucoup c'est des métiers à fort coefficient idéologique. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui sont convoquées. Et elles peuvent être source de conflits, en fait. Et elles sont importantes aussi pour pouvoir être dans le même... s'identifier à un même groupe. Alors, ces normes aussi, elles peuvent être priorisées. Quelles sont les plus importantes? Donc, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre? Elles peuvent être ajustées en fonction des contingences. Il y a des choses qui changent, donc les normes vont peut-être évoluer. Les publics évoluent. Et puis, à partir du moment où on travaille, on a des prescriptions et on va avoir des dilemmes. Parce qu'il y a ce que les prescriptions disent, ce qu'elles ne disent pas, et ça met en œuvre des contradictions. Et à ce moment-là, c'est là qu'il va falloir rentrer en concertation et passer dans une espèce de réflexivité intersubjective en échangeant, et aborder les controverses, parce qu'obligatoirement, on part sur des controverses. Alors, on parle souvent du praticien réflexif, donc, mais ce praticien réflexif, quand on y fait référence, il réfléchit tout seul, alors qu'un praticien réflexif qui va au-delà de sa pratique, il réfléchit en collectif. Donc, bien sûr, des conflits socio-cognitifs et le fait d'être confronté à l'incertitude, surtout lorsqu'il y a des pratiques comme le travail en interdisciplinarité, la pédagogie de projet ou les approches des compétences. Voilà, la controverse, elle est obligatoire à ce moment-là. Donc déjà, si on le sait, ça permet de mieux s'y confronter. Le cadre. Donc le cadre... comment faire en sorte de pouvoir discuter de ces controverses sans partir en live. Donc, il faut un certain cadre. Et justement, on parlait des organisations, de réunions. On en parlera peut-être aussi dans le leadership. Comment est-ce que... qui est-ce qui va prendre le leadership dans une réunion? Mais comment est-ce qu'on se donne des règles, finalement? Quand on travaille ensemble... Eh ben, avant de commencer à travailler, on peut se donner des règles. Déjà, on peut fixer une temporalité, on peut fixer un distributeur de parole, se fixer des règles aussi comme quoi on ne va pas péter les plombs pendant la réunion, voilà, ou des choses comme ça. Des règles par rapport à la prise de parole, le fait de ne pas se couper la parole, enfin, c'est des règles tellement simples, mais lorsque l'on est pris dans le flow, en fait, du travail, c'est bien de se les rappeler. Parfois, c'est bien de se les rappeler au début, de dire, voilà, le cadre de notre réunion, ça va être ça.
Oui, j'ai noté aussi l'apparition de compétences éthiques. Donc on la trouve de plus en plus dans la littérature, cette compétence éthique, et je pense qu'il est bien de la monter. Donc le fait d'avoir un cadre formel, ça permet d'aller au-delà de ce qu'autorisent les communications informelles. Quand on parle comme ça, on peut rester sur son quant à soi, on peut rester un peu sur ce qu'on pense. À partir du moment où on a un cadre, eh ben, on va pouvoir aller ensemble au-delà et construire quelque chose ensemble. Ah. Ben, le temps, ça fait aussi partie finalement de l'espace de concertation. Et il est très important parce que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, et c'est aussi vrai pour votre travail, que le collectif il est inscrit dans les missions, mais il n'y a pas de temps dédié. Donc comment on fait? En plus, il y a le problème de la reconnaissance de ce travail, parce que si un travail est demandé et qu'il n'est de fait pas reconnu, la motivation sera moindre, et puis les gens vont s'épuiser aussi par rapport à ces injonctions. Oui, puis en plus dans le travail enseignant lui-même, les néo-titulaires et puis aussi certains enseignants pensent que le travail est dédié à la transmission de savoir, qui est vraiment le travail professoral, alors qu'il y a tout un travail éducatif qui prend tellement de temps et pour lequel finalement il ne va pas être présenté comme un travail très important, à la hauteur de l'engagement qu'il demande dans les établissements. Et le fait que ce temps de concertation ne soit pas inscrit dans les temps des enseignants a même été relevé par la Cour des comptes en 2013, qui a noté qu'il fallait que l'organisation intègre la dimension collective du métier enseignant et reconnaisse les missions collectives qui ne sont pas identifiées dans le temps de service. Pourtant, quand on va sur le site du ministère de l'Éducation nationale, eh ben, on a bien les structures de concertation qui sont bien détaillées, définies, avec leurs objectifs et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a quand même carrément une injonction paradoxale, on va le dire. Il y a des exemples. Donc, par exemple, en Australie, le temps des enseignants est défini sur 35 heures par semaine, avec 4 heures de recherche-action qui sont dans les emplois du temps des enseignants. Ou alors, aux Pays-Bas, 9 heures par mois sur le travail collectif, 6 heures sur les leçons, et puis 1 heure et demie sur les observations de classe, et puis des recherches et enquêtes. Pourtant, le travail collectif, il est encore rejeté. Par exemple, en Belgique, où il y a plutôt un rejet de ce travail. Puis en Suisse romande, il y a eu un dépassement de la structure cellulaire en classe qui fait qu'il y a besoin d'une autre organisation, moins de fragmentation et plus d'organisation, donc plus de collectifs. Ah, alors là, je vais vous passer une petite capsule sonore de la radio de l'IFE sur le lycée Germaine Tillion, donc qui a réfléchi aux pratiques collaboratives à l'échelle d'un établissement. Efface. Comment faire pour que tous les élèves parviennent à trouver leur place dans le système éducatif? C'est une question que se posent des enseignants au lycée Germaine Tillion du Bourget, dans le 93. Et ces enseignants, ils essayent au quotidien d'y apporter des réponses. Et notamment, ça passe par le travail en équipe à tous les niveaux dans l'établissement, par l'interdisciplinarité. Et nous sommes aujourd'hui en présence d'une de ces enseignantes qui est venue à Lyon pour présenter ce projet lors du séminaire international des Léa. Bonjour Nathalie Brou. Bonjour. Alors vous êtes professeure de français au lycée Germaine Tillion du Bourget et au micro-lycée 93. C'est ça. Et en face de vous, monsieur Xavier Ponce, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu aujourd'hui donc
également pour parler de votre expérimentation dans le cadre des Léa. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil, chercheur associé à l'Observatoire sociologique du changement et vous êtes spécialiste des politiques éducatives. C'est ça. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage qui a été tourné dans l'Académie de Créteil, dans un micro-lycée. On peut avoir des jeunes, des enfants issus de classes favorisées, des enfants de profs, d'ingénieurs, de chercheurs. On peut avoir des gens qui viennent de cités dont les parents sont sans emploi, voilà. Et on peut avoir des gens issus de classes moyennes. Jérémy est au micro-lycée depuis une semaine à peine. Il raccroche en première ES après être passé par la vie active. Il apprécie l'originalité de son nouvel établissement. C'est différent de la filière classique, il y a plus de proximité entre les profs et l'élève. Et du coup, c'est plus facile pour apprendre. Nathalie Brou, pour commencer, une première question. On entend ici parler d'élèves de micro-lycées. Donc les micro-lycées, ce sont des établissements scolaires qui accueillent des élèves en raccrochage scolaire. Et c'est notamment un micro-lycée, c'est ce que vous avez au lycée Germaine Tillion du Bourget pour favoriser le raccrochage de vos élèves. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comme le reportage le notait, et comme le nom l'indique, le micro-lycée c'est un petit établissement donc où les conditions bien sûr d'exercice sont un peu particulières. Pourquoi c'est petit ? C'est parce qu'on accueille des élèves avec un parcours fait de rupture qui ont arrêté l'école entre plusieurs mois et plusieurs années et qui reviennent se scolariser pourtant en filière générale, en première et en terminale. Donc il y a tout un dispositif d'accompagnement et une proximité, comme le dit l'élève, forcément avec eux, qui ne résume pas d'ailleurs le projet pédagogique, mais c'est de là qu'on est parti pour observer ce qui avait fait cassure dans leur histoire et pour essayer d'en apprendre et d'en tirer certaines leçons à l'échelle d'un établissement plus classique. Et en matière de raccrochage scolaire, j'imagine que le micro-lycée, c'est une des possibilités qui existent en France. Xavier Ponce, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la politique justement en France de lutte contre le décrochage et quelles sont les politiques mises en place pour raccrocher les élèves au système ? Oui, c'est une politique qui tient les enseignants à faire apprendre. Notamment pour nous, chercheurs, est particulièrement intéressant à étudier parce que c'est une forme finalement de zoom. Il y a un effet grossissant très, très intéressant à prendre en compte dans l'analyse sociologique de ce cadre-là. Et justement, cette expérimentation du micro-lycée, elle a fait un peu de tache d'huile, si on peut dire, puisque les pratiques qui ont été mises en œuvre par les enseignants dans cet établissement se sont ensuite propagées et ont créé, vous allez peut-être me dire si j'ai bien raison, mais elles ont créé le lycée Germaine Tillion du Bourget, qui est un lycée fondé sur une expérimentation, l'idée que le collectif des enseignants peut permettre l'intégration de tous les élèves dans le système scolaire. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors c'est une histoire assez intéressante, c'est parce qu'on part d'un établissement relativement marginal, même si on vient de dire qu'il s'était beaucoup étendu et diffusé ces dernières années, et on en tire un certain nombre d'enseignements pour en amont du décrochage, c'est-à-dire cette fois dans la pratique ordinaire du quotidien, si possible pour éviter le décrochage ou le désintéressement, enfin le manque d'intérêt des élèves pour l'école, voir comment on peut améliorer leur suivi, l'attention qui leur est portée et surtout aussi les contenus pédagogiques, les contenus disciplinaires. Donc au micro-lycée, il y a, on va dire, 3 axes très simples qui sont l'attention portée et l'accompagnement personnalisé des élèves, donc un certain nombre de dispositifs comme le tutorat, le suivi, l'interdisciplinarité. Il faut savoir que la plupart des élèves ne voient pas vraiment de sens au morcellement des disciplines telles qu'on l'enseigne dans le secondaire et que ça crée des mondes dissociés les uns des autres, juxtaposés les uns aux autres, alors même qu'à l'école primaire, par exemple, tout est beaucoup plus unifié, cohérent et ils y sont en général plus heureux. Je mets de côté la question de l'adolescence qui passe par là aussi, mais quand même, il y a vraiment une fragmentation du rapport au monde et du rapport au savoir qu'on essaye un petit peu de suturer au sein d'un établissement comme le micro-lycée, donc l'interdisciplinarité. Et 3e axe, le travail en équipe, c'est-à-dire que c'est vraiment la cohérence du monde adulte qui recrée une cohérence pour que les jeunes se sentent un petit peu abrités quand même dans un établissement et poussés aussi à y réussir et à se projeter dans l'avenir. Eh bien, ça, on a essayé de le transposer. Quand on s'est installé au sein d'un établissement qui ouvrait en 2014 au Bourget, quand le micro-lycée donc a déménagé au sein de cet établissement, on s'est dit que peut-être on pouvait y diffuser nos pratiques plutôt que d'apparaître comme une excroissance, un laboratoire ou pire encore comme certains dispositifs expérimentaux qui sont un peu isolés.
Et donc aujourd'hui, il y a 55 profs, 750 élèves avec le micro-lycée, des classes à 35 élèves, un établissement de secteur qui n'a pas de dotation spécifique, mais où on essaye quand même de mettre en cohérence nos pratiques. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre lycée, pour autant, est expérimental, mais n'a aucune spécificité de dotation en plus. C'est une organisation particulière de la dotation en heures et entre les enseignants qui permet de faire fonctionner tout ça. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien en quoi est-ce que ça change par rapport à un établissement plus classique ? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord que, effectivement, chaque enseignant qui exerce au lycée Germaine-Tillion a un temps d'enseignement dans sa discipline, mais aussi un temps de pas de côté, de décentrement de cette discipline. C'est dans les programmes. En fait, la plupart des choses que l'on fait, elles sont dans les textes, mais elles ne sont pas toujours appliquées ou appliquées jusqu'au bout ou appliquées de manière globale au sein d'un établissement. La spécificité, elle est vraiment là. Donc, il va avoir des temps d'enseignement de sa discipline, des temps de suivi des élèves, qui s'apparentent à des groupes de tutorat d'une dizaine d'élèves, des temps interdisciplinaires de co-animation, de partage au sein des contenus de sa discipline, et des temps d'enseignement moral et civique, de suivi de l'orientation. Tout ça, ce sont les casquettes telles que les référentiels enseignants le demandent, mais ici, elles sont mises en cohérence. Et puis, ça se fait parce qu'il y a une concertation hebdomadaire tous les vendredis après-midi avec l'ensemble des enseignants, qui est prise sur notre temps de service, à laquelle tous les enseignants assistent, et qui est animé par des enseignants coordonnateurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée aussi de prise en main, d'autonomie de travail, et ça, c'est aussi un héritage des micro-lycées ou des établissements de cet ordre-là. C'est qu'à un moment, les professeurs se mettent ensemble pour co-construire et proposer à la direction un certain nombre de contenus ou de pas de côté par rapport au fonctionnement uniquement disciplinaire. Voilà, vous pouvez en fait avoir accès à cette émission. C'est l'émission du mois de juin sur Cas d'école. Tac. Alors, hop. Alors en fait, on va voir très rapidement, parce que je vois qu'on est déjà midi, c'est déjà midi et demi, la notion du pilotage. La production, en fait, c'est assez simple finalement, c'est ce à quoi on arrive. Et puis, pour terminer, je vous avais parlé de la grille de positionnement, mais je vous la laisserai pour cet après-midi, si vous voulez l'utiliser. Alors, le pilotage. Il y a une notion de démocratie, en fait, par rapport au pilotage. Et beaucoup de réflexions sur les rapports hiérarchiques au sein du système éducatif. Il y a cette notion de démocratie, notion d'émancipation, et puis aussi la notion d'un appui institutionnel et d'un soutien. Donc, comme je vous disais, le terme de leadership, on n'y est pas très habitué en France. C'est plutôt de l'influence que de l'autorité. Et le leadership, ça peut être exercé par n'importe qui. Et ça peut être une capacité que l'on apprend. Donc on distingue dans les travaux le leadership pédagogique, qui est vraiment lié au programme. Et cet encadrement pédagogique, les chefs d'établissement doivent y être formés. Et ça leur permet en fait de s'inscrire dans leur équipe et de travailler autour de la pédagogie, de ce qui va être enseigné. Pour l'instant, il y a peu de personnels de direction qui ont participé à des formations sur l'encadrement pédagogique. En fait, l'organisation qui permet le travail collectif et qui permet un développement professionnel est appelée en fait une structure capacitante. Donc, capacitante, c'est le terme enabling, on trouve ça dans les sciences de gestion en fait, et c'est opposé carrément le terme capacitant au terme coercitif. C'est-à-dire que lorsque l'on est trop contraint, on ne va pas pouvoir se développer. Tandis que si on est dans un environnement capacitant, ça pourra rendre possible certaines choses, améliorer, mobiliser, optimiser. Le rapport PISA de 2011 note que les systèmes
éducatifs performants, enfin certains systèmes éducatifs performants, ont laissé de côté les structures purement bureaucratiques. Donc ça pose question par rapport à notre système éducatif. Bon, après, le pilotage, il peut être réalisé par un pilotage d'un travail collectif par un chercheur, une chercheuse. Dans le cas des REP, il y a des pilotages de groupes, enfin du réseau d'éducation prioritaire, donc il y a des personnes dédiées au pilotage. Ça montre aussi la multiplicité des rôles. Et puis, justement, cette notion de leadership, c'est pas forcément de la hiérarchie simple. Et il faut aussi penser qu'il peut y avoir une rotation des leaders, c'est-à-dire qu'on peut endosser des rôles à certains moments et puis passer la main ou on peut avoir plusieurs casquettes, mais au sein d'une équipe, il peut y avoir plusieurs leaders. Et puis, on peut s'engager, se désengager. Donc, c'est une dynamique professionnelle, en fait, à mettre en œuvre. Une dynamique professionnelle, d'autant plus qu'il y a de nouveaux acteurs et qu'il faut arriver à se positionner au sein de cet environnement en mouvement. Donc, il y a les partenaires locaux, la réforme de l'école, la crise du modèle centralisé. Et puis finalement, le leadership, la participation démocratique, ça peut s'étendre jusqu'aux élèves, pour vous, les étudiants. Donc j'ai entendu que certains considéraient vraiment leurs étudiants comme faisant partie de potentielles ressources pour la formation. On retrouve ça aussi dans l'enseignement agricole, parce que l'enseignement agricole a mis en place beaucoup de choses innovantes. Voilà, là on est sur la production, donc c'est ce à quoi on arrive à la fin. Donc l'important, c'est de rapprocher les temps d'échange et les temps d'action. C'est que cette production, elle soit visible, qu'elle s'inscrive dans un continuum de formation. Et ça va entraîner une transformation du travail. En faisant, on transforme. Et on peut arriver, en théorie, jusqu'à l'organisation apprenante, sachant que cette notion d'organisation apprenante, c'est presque un oxymore, parce que est-ce qu'on peut apprendre tout en étant organisé ? Je crois que je vais conclure là-dessus. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Et vous aurez tout à votre disposition. Merci. Si vous avez des questions, on pourra en discuter après. Et voilà. Ah oui, j'ai mis aussi, pour aller plus loin, bien sûr, il y a toutes les références. Tout le site de la veille, et j'avais fait un petit Framasoft pour des liens complémentaires. Et vous avez accès à toute la bibliographie collaborative de la veille sur notre dossier.